moi, je m'appelle Lola, je suis en master NCC. Donc, bon, c'est un peu dommage, il y en a 2, un sur Zoom, un dans la salle. Donc, on est beaucoup à vous présenter des stages de NCC. Donc, ça intéressera peut-être moins d'autres personnes. Il y a tout le monde qui m'a dit, si tu te le sens, vas-y. Donc, contrairement à ce qu'on vous a dit, c'est possible d'aller dans une autre ville. Donc, moi, je suis partie à Bordeaux et j'ai fait mon stage dans l'équipe Nutri-Neuro. Donc, avec l'INRAE, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi Bordeaux? Parce que j'avais déjà fait 2 stages sur Toulouse, en fait. Donc, je ne me voyais pas refaire un stage sur Toulouse. J'avais envie de changer de ville, de voir un nouveau laboratoire, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir comment ça allait se passer. Donc, ça n'a pas été très facile, ce changement de ville, surtout dans le Covid, parce qu'on m'a annulé le stage et 2 jours avant, on m'a dit « oui, c'est bon, viens ». Donc, ça a été un peu compliqué, lié au logement, tout ça et tout. Donc, ça, il faut y penser quand on part. Mais du coup, j'avais fait un premier stage au CRCA sur la dépression quand j'étais en L2. En L3, j'ai fait un autre stage sur les abeilles. Donc là, je ne l'ai pas mentionné au CRCA. Oui, si, je l'ai mentionné sur la mémoire des abeilles. Et donc, du coup, la thématique qui m'intéressait, moi, c'était la mémoire. Donc, je suis partie à Bordeaux pour étudier la mémoire chez des souris qui étaient obèses, en fait. Et donc, j'étais dans l'équipe de Nutri-Neuro avec Guillaume Ferreira, ce monsieur qui est très gentil et très souriant. Et donc, il y avait une super équipe avec plein de thésards qui travaillaient sur la mémoire, mais les différents types de mémoire. Les tests des 3 chambres de la socialité, de la reconnaissance d'objets, de la localisation d'objets, et tout ça dans un contexte où on avait inhibé des neurones et donc on avait fait de la chémogénétique. C'était très, très, très complet et très, très dense. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à partir parce qu'on peut voir plein de choses aussi dans d'autres villes. Et donc, ma problématique, c'était comment on fait pour réduire les déficits de mémoire chez des souris obèses. Donc, c'est parti du fait qu'on s'est rendu compte que chez les souris obèses, il y avait des déficits de mémoire. Donc, on s'est dit, alors, grâce à des IRM chez des patients, pas chez des souris, on a vu que c'était l'hippocampe qui était hyper activé. Donc, on s'est dit, tiens, si on inhibait l'hippocampe, peut-être qu'on pourrait restaurer ces déficits de mémoire. Donc, c'est ce qu'on a fait avec de la chémogénétique. Et ensuite, on a fait des tests de reconnaissance d'objets, de localisation d'objets. Est-ce que vous savez ce que c'est comme test? Ou est-ce qu'il faut que j'explique rapidement? Je vois non au fond. La reconnaissance d'objets, c'est très simple. Il y a une première phase d'apprentissage avec 2 objets identiques. Puis ensuite, une phase test. On a changé un objet et on chronomètre le temps que la souris passe avec les objets. Si la souris a une bonne mémoire de reconnaissance d'objets, elle passera plus de temps avec le nouvel objet. Donc, très simple. Et il y a la même version avec la localisation d'objets où on change la localisation de l'objet. Et donc, avec ces tests, j'ai pu montrer, donc je vous passe l'interprétation de tous les graphes, mais que, en gros, on avait l'inhibition. Et donc, donc oui, ça, c'était quels sont les bénéfices que j'en ai retenus. Donc, j'ai découvert énormément de tests, comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup analysé de résultats. Par contre, à Bordeaux, très peu d'autonomie. C'était vraiment tout avec un thésard à côté. Alors qu'à Toulouse, on nous laisse un peu designer nos expériences. C'était vraiment très différent. Donc, il faut savoir que même plus tard, si vous voulez choisir une thèse et tout, il faut savoir comment fonctionne le laboratoire. C'est vraiment différent d'une ville à une autre ou même au sein des laboratoires. On n'a pas tous la même expérience. Donc, renseignez-vous sur ça. Ça peut être très important. Par contre, on a eu énormément de travail d'équipe. Comme je vous disais, j'ai pu choisir le sujet qui m'intéressait et ça, c'était génial. Je pouvais choisir le sujet, je participais au sujet des autres. Et au final, sur mes 2 mois de stage, j'ai fait mon sujet à fond, mais j'ai pu aider les autres, participer au débat. Et ça, ça n'a pas de prix, je trouve. Donc ça, on le retrouvait énormément à Bordeaux, un peu moins à Toulouse, même si c'est présent. Mais à Bordeaux, c'était impressionnant. Et donc, voilà. C'est pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas si vous avez des questions. En gros, moi, j'ai travaillé au CERCO, sous la supervision de Jean-Baptiste Durand, Vanessa De Castro. C'est franchement une équipe géniale que je recommande vivement. On était d'ailleurs plus ou moins en collaboration avec Cotoro, l'enseignant qui était ici juste avant. Donc c'était CERCO et je devais faire de l'imagerie fonctionnelle chez le macaque pour trouver les aires qui répondaient à un stimulus uniquement vestibulaire. Donc, c'est dans l'oreille interne.
En gros, pour ça, on a utilisé l'IRM fonctionnel et la GVS, la stimulation vestibulaire galvanique, dont vous entendrez parler un peu plus tard en M1, et plutôt bien, avec Alexandra Sévrac, Coquille. Et du coup, voilà, on a allié ces deux techniques qui avaient le bénéfice d'être non invasives. Donc, on n'a pas eu beaucoup de comité d'éthique à appeler pour y arriver. C'était assez pratique. Alors, comme elle dit, visuel, vestibulaire présenté. Et nous, on cherchait en fait à savoir ce qu'amenait le vestibule, donc vous savez, l'équilibre, la balance, etc., dans le contrôle de la navigation. Donc, c'était très corrélé avec le visuel. Et il y avait plusieurs études qui avaient été faites au préalable là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'aires, dont vous n'aurez pas les noms parce qu'il n'y a pas la diapo. Il y a beaucoup d'aires qui ont été découvertes et qui ont été faites en parallèle chez l'humain et chez le singe. Et donc, j'ai obtenu des résultats avec l'IRM pendant qu'on stimulait. En fait, la stimulation vestibulaire galvanique, vous apposez 2 électrodes sur les mastoïdes, derrière les oreilles, et vous lancez en gros une stimulation électrique pour stimuler le vestibule. Donc, on l'a même essayé sur nous pour s'assurer que, parce qu'on a changé le protocole plusieurs fois, on a eu beaucoup de problèmes sur le protocole. Ça aussi, c'est quelque chose auquel vous serez sûrement confrontés. Donc, au moins, on était assuré que ça fonctionnait et on a pu analyser nos résultats là-dessus. Comme nous l'a aussi présenté Anna, on a fait du MATLAB chez l'humain, enfin, du coup, chez le singe. Moi, je suis en NNC, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez, c'est pas que forcément chez l'humain. Il y en avait aussi là, dans ce cas-là. Donc, j'ai dû aussi faire du MATLAB. Alors, moi, c'était un peu moins peut-être programmation parce que j'avais des scripts déjà faits. Et je devais juste comprendre les lignes que j'allais appliquer. Donc, voilà, il y a tout un petit protocole derrière, mais c'était peut-être plus simple. Et donc, on a pu mettre en évidence des aires qui étaient prédites par la littérature. On en a trouvé d'autres qui étaient activées alors que personne n'en avait entendu parler. Donc, la suite de mon stage, ça aurait été d'approfondir un petit peu ces aires-là et de savoir un petit peu de quoi ça parlait. Et voilà. Et on a pu prouver aussi que la GVS, ça fonctionnait chez le singe. Voilà. Du coup, mon stage, c'était donc sur les abeilles et j'ai étudié l'apprentissage visuel. Donc, je l'ai fait au CRCA dans l'équipe Explain. Voilà. Du coup, chez Explain, ils ne font pas que les abeilles, hein, ils font aussi les drosophiles et les bourdons. Et ils ne font pas que l'apprentissage visuel, il y a aussi beaucoup d'apprentissage olfactif. Donc, ma maître de stage, c'était Aurora Vargas Weber. Et j'ai aussi eu la chance, enfin pour moi c'était vraiment une chance, donc si vous avez la possibilité, faites-le, d'être aussi encadré par un thésard, parce que du coup, moi j'ai trouvé ça super chouette parce qu'il y a beaucoup plus de proximité avec un thésard qu'avec un chercheur. Et donc, on peut leur poser plus facilement des questions. Moi, il a répondu à toutes mes questions sur ce qui était la thèse, comment ça se passait après, le M2, etc. Et il m'a vraiment accompagnée beaucoup plus que ma maître de stage qui, forcément, elle avait plein de projets en même temps. Donc, voilà. J'avais 2 objectifs. Je devais faire une injection dans le cerveau des abeilles et je devais voir quels étaient les effets sur, tout d'abord, la survie des abeilles et sur leur performance d'apprentissage. Donc, pour ça, j'ouvrais la tête des abeilles et j'injectais des trucs. À plusieurs endroits. Alors, je ne sais pas si vous savez quelle taille ça fait la tête d'une abeille. Ça fait 1 mm3. Donc, ce qui m'a vraiment plu dans ce projet, en fait, c'était le côté minutieux. Je voulais vraiment faire quelque chose de très minutieux, en fait, pour avoir une certaine expertise dans ce genre de pratique. Du coup, voilà comment ça se passait. Mes abeilles étaient en contention. Donc, il n'y avait que la tête qui dépassait. C'était dans des petits tubes comme ça, en fait. Et comme j'étais méchante, je découpais leur tête et je faisais une petite fenêtre et j'ouvrais comme ça, hop, ça faisait un petit flap et j'avais accès à leur cerveau. Et à ce moment-là, du coup, j'injectais. En vrai, ce qui était intéressant aussi dans ce projet, c'est que, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les abeilles étaient sur une petite boule. La boule, elle flottait et selon comment l'abeille se déplaçait, ça faisait bouger la boule.
et ça faisait aussi bouger ce qu'elles avaient en face d'elles. Donc en gros, bah, selon comment elles se déplaçaient, ça bougeait leur environnement visuel. Donc ça, c'était du coup dans la vraie vie à quoi ça ressemblait, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de scotch et de pâte à fixe. C'est comme ça qu'on fait dans la recherche publique. Et du coup, les avantages, bah, voilà, c'est que l'abeille, elle pouvait exprimer son comportement en étant mobile, mais elle était aussi immobile, ce qui faisait qu'on pouvait lui faire des trucs sur sa petite tête. Ça, c'était mes résultats. Bon, c'est la survie, c'est pas vraiment important, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant d'évaluer la survie d'abeilles comme ça. Ça, c'est l'apprentissage. Donc, voilà, vous allez voir ça avec Martin Jurfa, mais du coup, on a une très belle, je peux me permettre, courbe d'apprentissage avec une augmentation du stimulus récompensé et une baisse du stimulus puni. Qu'est-ce que ça m'a apporté ce stage? Alors tout d'abord, j'ai fait le choix d'écrire mon rapport en anglais. Je n'avais pas de données valables. Donc ça, c'était un peu frustrant. Mais bon, c'est la science aussi. Je n'ai pas analysé mes données moi-même. C'est le doctorant qui m'encadrait qui l'a fait. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, je l'ai pu le faire dans d'autres stages. Je me suis fait piquer. Voilà. Et j'ai passé la plupart de mon temps dans une pièce dans le noir. Donc ça peut être un peu déprimant, mais bon, moi j'étais concentrée dans mon truc, donc ça me dérangeait pas trop. Mais c'était que pendant 2 mois, quoi. Donc je pense que si ça avait été plus, ça m'aurait peut-être déprimé un peu plus. Et voilà. Et sinon, par rapport au labo, j'ai vraiment eu de la chance d'être dans une équipe super sympa, super stimulante, parce que voilà, il y avait beaucoup de remises en question sur le projet, le protocole, et c'était pas, enfin, tu pouvais te dire des choses et proposer des choses, et les gens étaient contents que tu le fasses. Donc c'était cool. Et voilà, j'ai fini. Je suis Amir et du coup j'ai fait mon stage de M1 au laboratoire de IMRC, de maladies neurodégénératives. Donc c'est un très long titre, mais après c'est pas si compliqué que ça. Et donc ça c'est le plan de cette présentation. Et donc ce laboratoire il est situé ici sur le campus, donc c'est plutôt cool pour moi parce que j'habite pas loin d'ici. Et c'est un labo où on a 4 équipes. Et moi, je faisais partie des 2 équipes, l'équipe Ideas et Biban. On s'en fout un peu des noms. Et du coup, c'est pour ça que j'avais 2 encadrants, Fabrice Collin et Laure Gibault. Mais je travaillais surtout avec Laure parce que c'est elle qui a assuré le côté biologie de ce projet. Fabrice, elle est plutôt chimiste, donc elle a assuré le côté chimie de ce projet. Et donc, Laure, elle est biologiste. Elle faisait de la biologie cellulaire, donc elle n'est pas du tout, elle n'a jamais fait de la neuro. Donc, c'est le premier point négatif de ce stage sur la liste que vous avez sur Moodle. Et il me l'a pas dit de candidater à cette offre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de candidater à cette offre. Et j'ai candidaté, et, j'étais pris. Donc, tout ça pour vous dire que restez pas coincé sur le CRCA, CERCO, tonique. Il y a d'autres labos, en l'occurrence un labo de chimie, qui travaille sur un sujet qui touche un peu aux neurosciences. Donc là, je ne vais pas passer du temps sur ça, je vais passer même les diapos. Vous allez avoir des cours sur la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous laisse découvrir ça. Et donc là, cette diapo, c'est pour vous dire que les expériences que j'ai fait un peu, on voulait évaluer la neurotoxicité de ce peptide sur ces cellules. Ces cellules, ce sont des cellules dérivées du neuroblastome humain, donc ce sont des cellules cancéreuses. Et donc, je faisais des tests de viabilité, des tests pour quantifier l'ATP par luminescence et aussi des tests pour quantifier la lactate déshydrogénase. Donc là, je vous présente vite fait ce que je faisais en routine. Donc lundi, je plattais les cellules dans des pouilles, dans des plaques à 96 puits et je changeais le milieu de culture. Et après, les mardis, je traitais les cellules avec le peptide à différentes concentrations.
Et mercredi, je faisais tous mes tests, les tests de viabilité, la quantification de la TPI et de la LDH. Donc, j'avais mes résultats le mercredi et j'analysais les résultats. Je faisais les tests statistiques et tout. Et tous les jeudis, j'avais les réunions d'équipe pour discuter justement les résultats que j'ai obtenus la veille. Et les vendredis, je préparais le protocole pour la semaine prochaine. Et aussi changer le milieu de culture et préparer les nouvelles flasques pour la semaine d'après. Les résultats, je passe parce que ça n'a pas du tout marché comme on voulait, donc on n'en parle pas. Et donc, c'était un stage, c'était intéressant comme stage, donc j'ai zéro expérience. J'ai jamais fait de stage dans ma vie, donc c'était mon tout premier stage. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas fait de stage avant. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des encadrants qui sont toujours là, surtout Laure, parce que je travaille surtout avec elle. Elle est très patiente, toujours à l'écoute. Donc, c'était un plaisir de travailler avec elle. Et aussi, toutes les compétences que j'ai acquises pendant ce stage, c'était un plus dans mon CV. Pour les points négatifs, ben, les résultats, bien sûr, c'est toujours déprimant de ne pas avoir des résultats, mais il faut pouvoir après, il faut pouvoir discuter ces résultats pour le rapport. Et aussi, un autre point négatif, c'était les conférences. Parce que, imaginez-vous, dans un labo de chimie, toutes les conférences étaient sur des sujets de chimie. Et moi, je m'en foutais. Donc, c'était bon. C'est un des points négatifs de ce stage. Par exemple, si je faisais un stage dans un labo de neuro, on aurait des conférences sur des sujets qui touchent la neuro, bien sûr. Donc, ça serait plus intéressant. Ce n'était pas le cas. C'est un peu dommage. Voilà, si j'ai des conseils à vous dire, c'est il faut communiquer, discuter. Et troisième point, c'est de rester en contact avec vos encadrants de stage, même après la fin du stage, pour le rapport, pour la soutenance, pour d'éventuels stages pour la M2, ou même pour des recommandations, pour des stages de M2 dans d'autres équipes. C'était mon cas aussi cette année. J'ai candidaté cette année à une offre atonique et ils m'ont répondu que est-ce que vous pouvez nous communiquer les coordonnées de votre encadrant de M1. Et au final, ils ont discuté avec Laure et c'était très bien passé cette réunion et du coup, ils m'ont pris en stage. Donc, il faut rester en contact avec vos encadrants. Et le dernier point, c'est qu'il faut élargir votre cercle de recherche. Il ne faut pas rester coincé sur les labos de neuro, le CRCA, cerveau tonique. Peut-être il y aura des stages, des offres de stages dans d'autres labos que des labos de neuro. Voilà, j'ai fini et si vous avez des questions, bien sûr. Parti en plateforme intégrée l'année dernière, donc en sujet neurosciences, avec comme thème stress et mémoire. Donc c'est le premier thème qu'on nous a donné. Donc voilà, ça a été 2 mois, la même période que tout le monde. Donc ça, c'était mes 2 encadrants. On avait Pascal Roulet et Cédric Florian, donc qui ont géré toute la plateforme et nous ont accompagnés tout au long de plateforme. Donc on a commencé par une semaine, on était 16 en plateforme. Sachez que, enfin, ils vous l'ont probablement dit, mais les places sont limitées, donc faut pas la technique de vouloir attendre, de voir si on a un stage et si on n'en a pas, se rabattre sur plateforme. C'est un peu risqué parce qu'au bout d'un moment, quand ils n'ont plus de place, ils n'ont plus de place. Et nous, on était 16. Donc, on a commencé par une semaine de biblio, donc sur ce sujet de stress et mémoire. Donc, on potasse, PubMed et tout pour ça. C'est bon, après, on maîtrise, on devient des pros de la biblio. Cette semaine-là, alors nous, on était dans un contexte particulier, évidemment, parce qu'il y a eu le Covid. Mais on a eu beaucoup d'échanges par Zoom avec les professeurs, enfin, début de semaine, fin de semaine. On dialogue beaucoup avec eux et donc le but, c'est de définir notre problématique. Et ensuite, donc on a toute la réflexion sur les protocoles qu'on a choisi de mettre en place en fonction de notre problématique et donc, la réalisation des expériences.
Et à la fin, on a les 2 dernières semaines qui nous servent notamment à faire les analyses statistiques des données qu'on a récupérées pendant les semaines précédentes. Donc avec tout au long, il y a beaucoup de bibliographie puisqu'on on se renseigne toujours plus sur… l'après-midi, c'était à nouveau biblio, analyse stat, des choses comme ça. On a… Voilà, ça c'était le projet de recherche. Donc, comment combiner, en combinant 2 protocoles de stress, donc, dont on s'était inspiré pour ça de la bibliographie qu'on avait faite. Est-ce que c'est un bon moyen pour induire un stress sur la mémoire spatiale des souris et reconnaissance d'objets? Donc voilà, ça c'était les manips qu'on faisait. On avait un stress de restriction pendant 2 heures tous les matins chez les souris pendant 5 jours. Et ensuite, on les mettait dans un environnement de cage inclinée plus litière mouillée. Et donc, le but, on avait un groupe de souris stressées, un non stressé. Et ensuite, c'était de comparer leur niveau de stress et leur mémorisation. Donc, on a évalué le stress avec un EPM et on a fait aussi un prélèvement de corticostérone. Et ensuite, donc, pour tester la mémoire, OpenField avec les mêmes tests que vous a présenté Lola. Test de localisation d'objets et test d'objets nouveaux. Donc, ça, c'est les résultats. Ça n'a pas très bien marché, malheureusement. On n'a pas eu des résultats très significatifs. Et en plus, pendant le Covid, on a eu des histoires de cas contacts. Donc, on n'a pas pu venir maniper. Donc, on a perdu des badges de souris. On n'avait pas autant de souris qu'espéré à la fin. Mais après, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé et c'était intéressant. Ce que j'ai bien aimé avec Plateforme et ce qui m'avait fait choisir Plateforme aussi, c'est qu'on a une grande autonomie dans le… Enfin, évidemment, on est très bien accompagné par les professeurs, mais j'aimais bien cette idée de développer un projet de recherche, même si ce n'est pas un truc très important qui révolutionne le monde. On fait tout de A à Z, on fait la biblio, on choisit nous-mêmes notre question et on fait nos manips et on peut aller jusqu'au bout, en fait. À la fin des 2 mois, on a… un protocole de recherche de A à Z, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça super cool. On découvre pas l'environnement de laboratoire comme ont pu le faire mes collègues de M1. Donc après, si vous avez déjà fait des stages en labo, en L3, des choses comme ça, du coup, ça va. Mais moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, le fait de faire plateforme. Pareil, du coup, à la fin, peut-être un manque de réseau par rapport à mes camarades. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, cette idée d'avoir un projet de recherche qu'on a conçu nous-mêmes et tout. C'était super intéressant à faire. Et dans les questions, voilà, il y avait ce thème global, mais on est vraiment libre de partir où on veut. Pour vous donner un exemple, nos profs nous ont dit que l'année d'avant, il y en a qui étaient plus partis sur de la pharmaco avec des injections de produits et tout. Le modèle reste un modèle souris généralement, mais vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Moi, ça a été pas mal pour découvrir les tests de comportement, du coup, qui peuvent être mis en place. L'EPM, localisation d'objets, les choses comme ça, c'est des tests que j'avais jamais fait. Donc, c'était aussi une bonne occasion de découvrir ça. Voilà. Faire une présentation sans diapo parce qu'il y a un problème technique. Merci les Mac. Et donc, je vais essayer de faire ça vite et de faire ça un peu plus oral sans se baser sur des données du coup. Donc, j'ai fait mon stage J'étais encadré par Jessica Talley, qui est maître de conférence plutôt du côté STAPS, mais elle fait quand même des neurosciences et elle est beaucoup dans le master APA pour activité physique adaptée. Et donc, j'étais dans l'équipe iDream de Neurobiomeca, comme Anna tout à l'heure. Donc, pour ce stage, avec différentes, c'était beaucoup de bibliographie. Et en fait, on a essayé même lors des meetings, de définir un peu plus ce qu'était le rythme et de voir son impact sur la production de gestes en tâche de synchronisation. Et en fait, le rythme, comme il est présent dans beaucoup de tâches de la vie quotidienne, par exemple la marche, la parole, pour rééduquer certaines pathologies.
comme les symptômes parkinsoniens ou les troubles développementaux de la coordination. Donc après, moi, je me suis basé sur une seule partie d'un projet qui est assez large. Donc le projet il visait à analyser la production et la perception de rythme en lien avec l'attention chez l'adolescent et l'adulte en étudiant les réponses comportementales, c'est-à-dire les réponses. Donc on a analysé plein de variables et la variable principale sur laquelle on s'est concentré, c'est voir s'il y avait un décalage lors de la tâche de synchronisation entre le tempo produit par rapport à un tempo requis. Donc, le tempo requis, c'était des stimuli auditifs, visuels et audiovisuels. Et donc, on voyait si le sujet était capable ou non de hypothèse. Donc, il y aurait un effet du tempo tout seul, donc la vitesse de présentation des stimuli, un effet de la modalité sensorielle, donc le rythme serait plus ou moins précis avec l'auditif plutôt qu'avec le visuel ou avec l'audiovisuel plutôt qu'avec les deux autres, par exemple. Et aussi qu'il y aurait un effet des deux combinés. Donc là, c'est vraiment ce qu'on cherchait, le tempo plus la modalité. Pour motrice, en gros, c'est avec les stimuli, on a une manette, le sujet il a une manette de Xbox, il doit taper sur un bouton de manière synchronisée et on enregistre ses réponses. Et donc, après, je ne vais pas vous présenter les résultats parce que vous n'allez rien voir forcément sans diapo. Mais en gros, on a trouvé qu'il y avait le rythme sensible et il y avait aussi, c'était aussi plus difficile de se synchroniser avec des stimuli visuels comparé à d'autres stimuli, surtout quand ils étaient rapides. Et on n'a pas pu mettre en évidence d'amélioration de la production de rythme, donc de rythme moteur, avec la double condition il y a à peine 3 ans. Donc, il faudrait pousser un peu les expériences. Et après, là, je vais parler un peu des points positifs et négatifs. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai dû travailler sur des données qui étaient acquises. Et donc, en M1, bon, 2 mois, c'est assez court, mais ça a demandé quand même énormément de biblio, au moins 3 semaines. Et c'est quand même un sujet très, très large. Et puis, c'est assez fondamental. Oui. Donc, ça, c'est un peu le point négatif, je trouvais en tout cas, pour le sujet fondamental. Aussi, un point négatif, il y avait le fait que je n'ai pas pu progresser vraiment en tout ce qui était programmation, à part sur Excel en faisant des macros VBA. Je m'attendais, vu que je pensais qu'on allait travailler au moins avec des données de patients avec des troubles, mais au final, c'était sur des sujets sains. Et après, il y a eu plein de points positifs aussi, comme le fait d'avoir plein de connaissances sur l'impact du rythme, à la fois sur la motricité, la cognition, l'intelligibilité de la parole. J'ai pu travailler en autonomie et comprendre le principe de l'EEG aussi, parce que je n'ai pas traité des données d'EEG, mais il y a beaucoup de théories et on m'a présenté comment ça fonctionnait. Voilà. J'ai fait mon stage de M1 sur l'étude du lien entre la symétrie des mouvements miroirs et les fonctions motrices chez les patients post-AVC. Donc le but, en fait, c'est d'enregistrer la symétrie des mouvements miroirs au niveau des bras quand les patients faisaient un mouvement de flexion-extension et d'essayer de comprendre si l'intensité des mouvements miroirs au niveau de chaque bras pouvait être un marqueur prédictif de la récupération de la fonction motrice des patients plus tard au fur et à mesure de leur récupération. Donc c'est la seule chose que je vais vous dire au sujet de la technique du stage. Donc j'ai fait mon stage à Tonic, c'est un laboratoire de l'INSERM et plus particulièrement dans l'équipe neurobioméca. Donc, le but de l'équipe, c'est d'apporter une meilleure compréhension des mécanismes neuronaux impliqués dans le contrôle du mouvement et dans l'apprentissage moteur. Donc, ils travaillent beaucoup chez les patients post-AVC.
Donc pendant mon stage, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de découvrir les techniques qu'on voyait en théorie en cours, donc le EG, le MG, et aussi j'ai découvert comment on testait la fonction motrice des patients, donc avec des tests comme le test de Wolf et le test du Fugl-Meyer. Donc ce qui m'a plu dans mon stage, c'était surtout être en contact avec les patients. C'est pour ça que j'avais demandé un stage atonique parce qu'ils travaillent beaucoup chez l'humain. Ensuite, j'ai aussi pu travailler avec des médecins et des kinés parce que on allait à l'hôpital de Rangueil pour voir des patients. Donc là, c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue autres que celui des scientifiques chercheurs. Donc découvrir les techniques que j'ai exposées avant, me familiariser avec MATLAB, qui est un fameux logiciel de code de biologie plutôt. Et aussi, j'ai trouvé qu'on avait vite l'impression de se spécialiser dans un sujet. Donc voilà, vous allez devenir des sortes de hackers pendant votre stage. Vous n'allez faire que du code. Donc vraiment, préparez-vous ou prenez conscience, parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment, sans code, il n'y a pas de bio en fait. Enfin, je trouve dans notre domaine. Donc ça, on s'en rend vraiment compte là. Donc il faut être prêt à accueillir ça sereinement. Et donc mes conseils, voilà, c'est d'être organisé, de travailler petit à petit, parce que souvent au début, bon, on sait pas trop quoi faire. Les manips, ça prend un peu de temps à se mettre en place, tout ça. Donc il faut quand même bien faire sa biblio. En plus, ça aide à rentrer facilement dans le sujet, on va dire. Après, au niveau des maîtres de stage, ah oui, moi, je n'ai pas dit qui était mon maître de stage, mais c'était Joseph Tisser. Et il est dans l'équipe de Jessica Talley. C'est peut-être, ça vous parlera peut-être plus quand vous rechercherez votre stage. Donc, ils sont très gentils, mais du coup, communiquez beaucoup avec eux. N'hésitez pas à poser plein de questions. Vraiment, à les solliciter tout le temps parce que je pense que c'est nécessaire. Après, ils sont pas dispo tout le temps. Donc, il faut aussi oser prendre des initiatives et pas attendre qu'ils vous disent fais ça, sinon vous allez attendre toute une après, mais rien faire et ça sert à rien. Les réunions d'équipe aussi, c'est bien pour voir tout ce qui se fait dans l'équipe, les autres sujets abordés au niveau curiosité, culture, c'est intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on était dans un labo avec plein de M2 et que, notamment des M2 de Brainbow, et qui s'y connaissaient vachement sur l'après M1, l'après M2, et que c'était super simple avec eux de discuter, de comprendre tout le système des tests, des écoles doc et tout, et ça nous a vachement servi, je trouve. Donc voilà, c'était mon stage. Avant parce que mon stage de L3 avait été annulé à cause du Covid. Donc, pas fait de stage et j'arrivais de Bordeaux, donc je connaissais pas Toulouse non plus. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est quand on m'a parlé de stage, me renseigner sur les différentes équipes et labos qu'il y a. Vous connaissez certainement déjà, on vous en a présenté pas mal. Donc, j'ai fait mes recherches un peu partout, les équipes qui me plaisaient ou qui avaient des sujets qui m'intéressaient. J'ai envoyé des candidatures spontanées en disant, voilà, je veux faire mon stage de M1 avec vous, patati patata. Et après, on m'a aussi parlé d'une liste de stages qui était proposée pour les M2. Et donc, au final, j'ai regardé cette liste et j'ai lu les différents sujets de stage qui étaient proposés pour les M2. Il y en a qui me plaisaient. Et donc, j'ai tenté ma chance. J'ai envoyé des candidatures spontanées aux différents maîtres de stage qui avaient des sujets qui me plaisaient en disant, je sais que vous proposez pour les M2, mais si vous avez la possibilité de me prendre en tant que M1 sur ce projet, ça m'intéresse. Entretien, donc c'est cool. Et quand j'ai fait mon entretien avec la tutrice du stage de M2, j'ai trop aimé. Elle m'a proposé un truc qui me plaisait. Et donc là, j'ai choisi plutôt ce stage-là. C'est ce qu'il y a, mais ça s'est déplacé. Mais en gros, en petit 5, je vous dis de faire le choix du cœur. Parce que, voilà, je sais pas, c'est quoi ça? Moi, j'avais donc un premier stage sur les mouches. Ça m'intéressait beaucoup moins, mais j'avais pris ça au début parce que j'avais pas eu beaucoup de réponses. Et quand j'ai fait mon entretien avec Carla, que je vais vous présenter juste après, j'étais super motivée. Et donc, j'ai préféré faire mon stage avec elle. Et je vais justement vous la présenter. Je pense qu'on va rester comme ça si ça ne dérange pas. De stage avec les M2, donc sur le projet Marmoussé. C'est un petit singe pour ceux qui ne connaissent pas. Et en co-encadrante, au final, avec qui j'ai passé la majorité de mon stage, c'est Nina Politi. Et c'est une ingénieure d'études dans le labo. Je vais essayer de diminuer ça.
fiche. Ok. Dans le labo, qui, elle, faisait un projet similaire, mais sur le rat. Et donc, c'est majoritairement avec elle que j'ai travaillé, dans le sens où le stage de M2, donc ça dure pas longtemps et on nous demande quand même d'avoir, si possible, des résultats. Et une étude sur le marmousset, ça dure trop longtemps. Du coup, Carla m'a proposé de participer en parallèle au projet marmousset parce que ça m'intéressait, mais de faire aussi le projet sur le rat qui me permettait potentiellement d'avoir des résultats à la fin de mon stage. Donc voilà. Je vais pas y arriver. Il y avait eu un AVC pour voir s'il y avait une reconstruction et si on arrivait à récupérer le tissu cérébral. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas si je fais ça. Donc ça, c'est des diapos, mais j'ai pas le temps de vous les présenter, ça va être trop long. Donc l'AVC, système nerveux entérique, on a pu l'utiliser parce qu'il a des propriétés qui sont similaires au système nerveux central. Donc en fait, on a pu prendre des cellules du système nerveux entérique pour reconstruire le système nerveux central. Donc mon objectif, c'était d'étudier l'impact d'une administration intranasale de ces cellules-là sur la régénération tissulaire suite à la lésion cérébrale chez le rat. Ouais, ça marche quand même. Ok. Donc ça, c'est rapidement le protocole du projet que j'ai intégré, suite à la lésion qu'on leur avait infligée, tout ça. Et certains rats avec qui on donnait donc le traitement des fameuses cellules de l'intestin que je vous ai dit. Après, il y a eu des analyses IRM, le sacrifice des rats et l'histologie. Donc tout ce projet avait été réalisé et moi, je suis arrivée au sein du labo au moment de l'histologie. Et donc, je vais vous dire rapidement ce que j'ai fait pendant mon stage. J'aurais dû mettre en PDF. Ouais, c'est ça. Donc, histologie, tac. Donc, j'ai fait, en fait, j'avais les petites coupes de cerveau de rat qui étaient à ma disposition et on a fait donc des colorations de Nice au crésil violet et de l'immunofluorescence sur ces différentes coupes. Bon, je vais pas vous dire dans les détails, mais c'est pour avoir une idée de ce que j'ai pu faire. Ça, c'est ce que j'utilisais pour faire mes protocoles d'immunohisto. J'ai quand même fait des tests comportementaux. On a aussi fait l'isolement et la culture des cellules gliales entériques humaines. Donc, on recevait de pur pan qui arrivaient et on disséquait les tissus, tout ça, afin de récupérer juste les cellules qu'on voulait, qu'on mettait en culture pour préparer notre traitement de base. Et j'ai aussi participé à un moment donné au sacrifice d'un marmouset, à la procédure donc de perfusion intracardiaque et à tout ce qu'on fait, tout ça pour préparer in fine le cerveau sur lequel on va regarder si cet ajout de cellules, ça a bien fait une reconstruction magique dans le cerveau après l'AVC. Du coup, vu que j'étais en parallèle sur le marmousset, j'ai pu aller faire des IRM sur les petits animaux, mais j'ai aussi fait des analyses d'images IRM pour mesurer la zone de lésion dans le cerveau des rats. Donc, c'est ce qu'on voit en rouge ici. Revenir là-dessus, c'est d'ailleurs là, je reviens avec eux pour faire mon stage de M2 sur un projet un peu similaire, mais on va rajouter un implant pour aider les cellules à rester sur place parce que quand on les met toutes seules, elles ont tendance un peu à mourir rapidement ou à avoir du mal à faire leur connexion. Mais du coup, donc j'ai quand même eu des résultats positifs et ça a marché, c'était très intéressant. Mon ressenti sur le stage, donc curiosité, ouais, j'ai su être curieuse sur un sujet parce que des fois j'aime bien rester un peu en surface, j'ai la flemme. Mais là, j'étais trop à fond dans mon projet parce que ça m'intéressait de fou. Confiance en moi, ouais, j'ai appris pas mal de choses et je me sentais super à l'aise dans le labo, donc c'était trop cool. C'était informatif et intéressant. Je recommande à 200% mon labo. Enfin, le labo dans lequel j'étais, l'équipe en soi, parce que c'était trop bien. Je sais pas, j'ai pas de points négatifs à vous dire. Tout le monde a été super gentil. J'ai rencontré tous les membres de l'équipe et c'était top. Et autonomie, parce que voilà, même si j'ai évolué avec Nina, ce qui m'a permis d'être avec Carla aussi, mais avec là-bas, elle sera pas là. Mais là, je fais mon stage avec Isabelle Loubinou, c'est la chef de l'équipe du labo. Et peut-être qu'elle a de la place pour des moments, je ne sais pas du tout. Voilà. Et j'ai eu un parcours post-bac un peu compliqué, on va dire, complet, c'est la version polie. Voilà, donc depuis le bac, j'ai fait quelques petites choses, mais par contre, ça m'a permis d'accumuler beaucoup d'expérience et notamment de faire des vétos. J'ai été auxiliaire vétérinaire pendant quelques mois. Donc, juste pour information, j'ai côtoyé pas mal de monde qui, pendant la licence ou le master ou même plus tard, ont eu des gros moments de doute sur leur formation, vraiment des gros moments de doute et qui se sont sentis super coupables. Personnellement, j'ai eu des gros moments de doute sur ma formation, je me suis sentie super coupable. Mais même si ça peut être un super
un moment super difficile à passer. Ça apprend beaucoup. Et le fait d'avoir des idées au niveau professionnel, d'orientation possible, de choses qui peuvent peut-être vous triggerer le choix du cœur, comme disait Maëlys tout à l'heure, ça peut être une bonne chose. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez des moments de doute, n'hésitez pas à en parler aux gens autour de vous parce que ça peut être le meilleur moyen de dédramatiser un peu la situation. Donc, les stages en clinique, certes. En L3 physio, donc à Lyon, j'ai contacté le CRCA parce que je savais que je voulais faire du comportement et je connaissais le master de Toulouse et je voulais y entrer après la L3. Donc, j'ai contacté Richard Bon et j'ai fait un stage sur l'effet du sexe et du nombre de congénères sur l'apaisement social. Donc, on isolait des moutons, on les mettait avec plusieurs copains, des copains femelles, des copains mâles, on regardait ce qui se passait. Donc, ça a été très rapide, c'était 5 jours. Et puis, Burke, vous êtes un étudiant plein de germes, on vous passe sur le territoire, c'est dégueulasse. Donc, du coup, il a fallu que je trouve un stage en 2 jours, parce que bien sûr, ça s'est passé 2 jours avant les vacances de Noël. Et il a fallu que je contacte un enseignant en lui disant bonjour, au secours, je cherche un stage, ça devient urgent. Et donc, j'ai travaillé sur la maladie de Parkinson. Donc, je vais vous présenter ça un peu plus en détail, mais sachez que voilà, j'ai quelques expériences. Et si ça vous intéresse, on peut en parler plus en détail, notamment cet été, je suis travaillée en paillasse sur le métabolisme des globules rouges chez les oiseaux. Donc, c'est très différent, mais voilà, ça peut vous donner des idées et éventuellement, je peux peut-être vous donner quelques contacts parce qu'encore une fois, ça crée des réseaux et je pense que c'est carrément l'essentiel pour ce qui va venir par la suite. Donc, le jeu de données sur lequel j'ai travaillé, à la base, c'est un jeu de données qui a été collecté il y a 10 ans, qui a été mis au fond d'un placard parce que la thésarde n'a pas bien fait son boulot et personne ne voulait s'en servir. Et vu que le prof qui m'a pris en stage ne devait pas prendre de stagiaire, il m'a dit on va te donner le truc que personne ne veut parce que comme ça, il faudra bien t'occuper. Bon, ça a commencé par 4 semaines de biblio, donc autant ça c'est l'essentiel. Puis après, tu vas pouvoir broder, mais sur 4 semaines, il faut broder. Beaucoup. Broder. Du coup, au bout, j'ai dû lire une trentaine d'articles en 4 semaines, approximativement. Parce qu'il fallait bien occuper le temps. Et puis après, j'avais des réunions. Là, par contre, il y avait du monde pour m'accueillir en réunion pour faire le point sur ce que j'avais lu. Donc, voilà. Réunion d'équipe en anglais, il y avait par contre des choses super intéressantes au niveau du laboratoire, notamment des J-Clubs, donc des gens qui présentaient chaque semaine un article sur une thématique qui leur faisait plaisir, qui leur tenait à cœur, ou avec des questions méthodologiques qui étaient assez intéressantes en anglais. Donc c'est génial, entre midi et 2, tu te poses avec ta gamelle devant l'ordi, tu as des gens qui te présentent des papiers, c'est super intéressant. Donc effectivement, en termes d'autonomie, en termes d'anglais, c'était hyper positif. Et l'équipe sur laquelle je travaille, tristement, donc Philippe Bounanguez à Lyon, donc au CRNN, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, très occupé, donc très peu disponible, et j'ai travaillé majoritairement donc, avec la TESA. Donc pareil, j'ai recyclé le diapo, donc je vais aller très vite sur certaines choses. La kinésie, c'est un problème d'initiation du mouvement. Les patients parkinsoniens, souvent on les voit avec les histoires de tremblements, donc typiquement le pouce en fait, dans des périodes, des contextes très spécifiques d'urgence totale, où c'est vraiment plutôt le réflexe qui va jouer sur le mouvement volontaire. Ça complique les choses. Et les traitements dopaminergiques, donc la maladie de Parkinson, c'est un problème de dégénérescence de la substance noire, qui sont majoritairement des noyaux dopaminergiques. Ils sont bien au début, et puis ils sont pas bien après. Et ils font énormément d'effets secondaires. Et donc, il fallait trouver une solution. Et pour ça, il y a l'électrophysiologie. Donc, on implante les parkinsoniens avec une électrode dans une structure profonde du cerveau et on met du courant dedans. Donc, ça s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et ça permet déjà de mieux traiter les personnes avec des effets secondaires, mais aussi de voir avec et sans stimulation ce qui peut se passer. Et essayer de toucher du doigt, en sautant sur l'occasion du traitement, les mécanismes qu'il y a en dessous de tout ça. Donc, en gros, chez le sujet sain, on a un contrôle interne qui permet de permettre ou pas le mouvement. Et si la personne a l'intention de faire un mouvement, on lève l'inhibition et le mouvement est déclenché avec la commande motrice. Chez le patient parkinsonien, l'inhibition proactive n'est pas, je crois qu'aujourd'hui, ça fait 160 000 personnes implantées, donc c'est quand même pas énorme. Et on a donc des échantillons relativement petits et c'est difficile de faire des choses. Donc globalement, nous, on voulait regarder ces dysfonctionnements exécutifs, un peu réinventer l'eau tiède, donc regarder si la SCP, elle améliorait bien les symptômes, donc si c'était un traitement efficace. Alors ça paraît un peu effectivement enfoncer des portes ouvertes, mais ça a l'avantage de vérifier que votre SCP, elle fonctionne et être sûr que le traitement, il est efficace chez votre patient, parce que vu que c'est de l'électricité, c'est des paramètres qui sont mis au point entre le patient et le chirurgien, le neurochirurgien. Si le patient est maltraité,
et bah forcément, la réponse comportementale est mauvaise. Donc, on a l'impression de réinventer l'eau tiède, mais ça a l'avantage de vérifier qu'au niveau contrôle, tout se passe bien. Et ensuite, on a regardé si le volume de tissu activé par l'électrode était corrélé à l'amélioration comportementale. Je vous passe le détail des résultats, mais globalement, ça n'a pas donné des trucs super fous. À part le fait qu'on voit bien que le traitement est efficace, je n'ai pas réussi à mettre en évidence quoi que ce soit d'autre sur notre hypothèse exécutive. Et là, je vais rejoindre un peu ce qu'ont dit les copains. J'ai utilisé MATLAB. Je vous envoyer un mail et dire bonjour, je ne suis personne pour toi, tu as un planning super chargé, je parle pas bien anglais, mais j'ai besoin d'aide parce qu'à la ligne 18, ça bug et je sais pas à quoi ça sert. Donc là, tu as l'air d'un gland. Il te met 3 semaines à te répondre, mais tu en as besoin pour la suite. Donc de toute façon, ça fait partie du stage, il faut se lancer, il faut essayer de comprendre un peu ce que tu fais. Donc c'est sûr qu'au niveau codage, il y a des besoins aujourd'hui. Donc, les résultats, c'était pas forcément fun. Au niveau de la discussion, typiquement, j'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante dans la rédaction du rapport, l'introduction et la discussion, parce que c'est là où vous allez peut-être le plus travailler votre démarche scientifique. Je ne sais pas à quel point vous êtes sensibilisé à la démarche et à l'épistémologie. L'épistémologie, c'est vraiment la philosophie des sciences dans le sens démarche scientifique popperienne. Bon, il y a des bouquins là-dessus si ça vous intéresse. Mais souvent, par des tout petits défauts de logique, on a tendance à s'engouffrer dans des bêtises. Et on vous sensibilise beaucoup là-dessus, notamment au niveau des statistiques, mais c'est vrai aussi dans la logique de construction d'un projet. Et construire une introduction et construire une discussion fine, en fonction des résultats qu'on a ou qu'on n'a pas surtout, c'est hyper enrichissant.